Née plus riche que des reines et plus proche du trône de France que presque quiconque de son époque, Anne-Marie-Louise d'Orléans aurait dû mener une vie de liberté sans limite. Au lieu de cela, son immense fortune a fait d'elle un enjeu politique, une menace royale, et finalement, une femme prisonnière du pouvoir, du scandale et de la solitude. Voici l'histoire tragique de la plus riche héritière d'Europe et comment elle s'est retrouvée isolée, exilée et seule. Anne-Marie-Louise d'Orléans, la future duchesse de Montpensier, est née au palais du Louvre, en plein centre de Paris, le 29 mai 1627. À cette époque, le Louvre n'était pas un musée ou une galerie d'art, mais l'une des principales résidences de la famille royale française au centre de Paris. Et la raison pour laquelle Anne-Marie est née ici, c'est parce qu'elle était, bien sûr, elle aussi, de sang royal. Son père était Gaston, duc d'Orléans. Il était le fils cadet du roi Henri IV de France, qui avait fondé la maison royale des Bourbons en 1589 et régné sur la France jusqu'à son assassinat en 1610. Ainsi Anne-Marie était la petite-fille du roi, et son oncle était le fils aîné et héritier d'Henri IV, le roi Louis XIII. La mère d'Anne-Marie était Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier. Elle était issue d'une autre branche de la maison de Bourbon et était devenue duchesse alors qu'elle n'était qu'un nourrisson, après la mort de son père. Marie et Gaston se sont mariés en août 1626 et elle est tombée enceinte pour la première fois, quelques semaines plus tard. Malheureusement, Anne-Marie ne connaîtrait jamais sa mère. Elle est tombée malade après l'accouchement et est décédée le 4 juin 1627 à seulement 21 ans moins d'une semaine après la naissance d'Anne-Marie. Avec la mort de sa mère, la nouvelle-née Anne-Marie hérita du titre de duchesse de Montpensier et d'une fortune si immense qu'à seulement 6 jours, elle devint l'une des héritières les plus riches de France. La vie d'Anne-Marie fut difficile dès l'enfance. Elle grandit près de la cour royale, bien que la maison principale de son père soit à Orléans, au sud de Paris. Après la mort de sa première épouse, on s'attendait à ce que Gaston se remarie et engendre un héritier mâle pour hériter de l'une des plus grandes fortunes du royaume. Au lieu de cela, dans les années qui suivirent, il entama une relation avec Marguerite de Lorraine et l'épousa secrètement en 1632, après que son frère Louis XIII eut refusé de donner son consentement à cette union. Le roi s'opposa au mariage pour des raisons politiques, car la France était en conflit avec la Lorraine à cette époque. Lorsque la nouvelle de l'union parvint à la cour royale, Gaston fut contraint d'annuler le mariage. Enfant, Anne-Marie vivait au palais des Tuileries, sous la garde de sa gouvernante, qui supervisait son éducation et lui apprenait à lire et à écrire. Lorsque le futur Louis XIV naquit en septembre 1638, Anne-Marie, alors âgée de 11 ans, déclara qu'elle l'épouserait un jour, appelant affectueusement le nourrisson son petit mari, ce qui amusait la cour royale. Ces propos, cependant, lui valurent des réprimandes de la part de Louis XIII et du cardinal Richelieu. Pendant ce temps, son père avait d'autres ambitions et espérait la marier à un autre cousin royal, bien que cela n'aboutît à rien. Au début de l'été 1643, Gaston épousa enfin son amour, Marguerite. Alors que Louis XIII mourait, il permit enfin à son frère de légitimer l'union qu'il avait longtemps refusée. Cela comptait énormément pour Anne-Marie car, pendant toutes ces années, Gaston n'avait pas réussi à donner naissance à un héritier mâle survivant. Gaston et Marguerite eurent plusieurs enfants ensemble, mais toute leur progéniture était des filles, à l'exception d'un garçon. Il s'agissait de Jean Gaston, le duc de Valois. Malheureusement, il mourut de déshydratation et d'autres complications causées par une grave crise de diarrhée en août 1652, alors qu'il n'avait que 2 ans. Cela signifiait qu'Anne-Marie, en tant que fille aînée de son père, hériterait un jour de ses vastes domaines et titres, faisant d'elle l'une des princesses les plus convoitées d'Europe. Mais ses actions allaient bientôt la mener sur une voie bien plus sombre. Au moment où son petit frère est mort en août 1652, Anne-Marie s'était déjà fait un nom dans la politique française. Cela était lié à une guerre civile qui faisait rage dans le pays. En mai 1643, le cousin germain d'Anne-Marie, âgé de 4 ans et demi, avait succédé à son père en tant que roi Louis XIV de France. Il était trop jeune pour régner pendant de nombreuses années, et la France était embourbée à l'époque dans la guerre de 30 ans contre les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne.
La levée de lourds impôts pour financer la guerre et l'absence d'un roi efficace ont atteint leur paroxysme en 1648, lorsque des révoltes ont éclaté à Paris, puis se sont propagées dans d'autres grandes villes. La fronde non donnée à cette guerre civile se poursuivit par étapes pendant 5 ans. Pendant la Fronde, Anne-Marie devint tristement célèbre pour ses sympathies supposées envers les rebelles. Cependant, ses allégeances étaient plus complexes que beaucoup l'imaginaient. Au début de la révolte, elle soutenait ouvertement les chefs rebelles à Bordeaux et s'y rendit même elle-même. Mais plus tard, elle a joué un rôle déterminant en aidant à négocier la paix entre la ville rebelle et le gouvernement royal. Puis, lorsque de nouveaux troubles éclatèrent, en 1652, Anne-Marie se rendit à Orléans et tenta de négocier avec les rebelles sur place. Mais à son arrivée, les portes de la ville étaient verrouillées et les autorités lui refusèrent l'entrée. Refusant de rebrousser chemin, elle traversa la rivière en bateau, escalada les défenses avec l'agilité d'un chat et se faufila par une ouverture dans la porte. Peu de temps après, elle fut promenée en triomphe dans les rues et devint la figure de proue officieuse de la rébellion. Plus tard, Anne-Marie retourna à Paris où elle allait lier définitivement son destin à la rébellion et forger sa réputation d'alliée des rebelles. Lors de la bataille du faubourg Saint-Antoine, le 2 juillet 1652 sous les murs imposants de la célèbre Bastille dans la ville. Elle prit la décision choquante d'ordonner aux canons de la forteresse de tirer sur les forces royales pour soutenir Louis, le prince de Condé, l'ennemi le plus dangereux du gouvernement et son propre cousin royal. Malgré son intervention, la rébellion fut écrasée. Avec la victoire des royalistes et sa réputation en ruine, Anne-Marie fut forcée de fuir Paris. La Fronde s'effondra finalement l'année suivante et le jeune Louis XIV en sortit déterminé à ce qu'aucun défi à l'autorité royale ne le menace jamais à nouveau. Bien qu'Anne-Marie se soit rangée du côté des nobles rebelles comme le prince de Condé, plutôt que du peuple, ses actions ne seraient pas oubliées. Et bientôt, la plus riche héritière de France se retrouverait en exil, isolée de la cour scintillante qu'elle avait autrefois tant aimée. Les actes d'Anne-Marie durant la Fronde rendèrent son retour à la cour impossible. Considérée comme une rebelle dangereuse par les royalistes victorieux, elle s'est enfuie en exil dans le château isolé de Saint-Fargeau, en Bourgogne. Le vaste vieux manoir était négligé et en mauvais état, obligeant la princesse déchue à en reconstruire une grande partie pendant qu'elle passait les 5 années suivantes à vivre discrètement, craignant d'être emprisonnée à tout moment, tandis que son cousin Germain imposait sa domination sur la France. Bien qu'elle ait échappé à une punition directe, son père fut dépouillé de ses nombreuses terres et de ses titres pour son rôle dans la révolte. Pendant ces années d'exil, Anne-Marie transforma Saint-Fargeau en une grande résidence baroque, employant l'architecte Louis Levaux, qui deviendrait plus tard célèbre pour son travail au château de Versailles. Cependant, une grande partie de son travail à Saint-Fargeau fut détruite par un incendie au XVIIIe siècle. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnés par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance.
En 1657, le chaos de la guerre civile avait commencé à s'estomper dans les mémoires, et Anne-Marie, alors âgée de 30 ans, décida enfin de sortir de l'exil. Son père, qui était également tombé en disgrâce pendant la Fronde, avait récemment été autorisé à revenir à la cour royale par le jeune roi, et Anne-Marie le rejoignit bientôt. À la cour, Anne-Marie était considérée par les nobles, et même par des membres de sa famille, qui ne l'avaient pas vue depuis de nombreuses années, comme une femme plutôt jolie, mais loin d'être une beauté de la cour française. Ce qui lui manquait en glamour, elle le compensait par sa richesse. Elle était déjà l'une des femmes les plus riches de France, mais sa fortune immense devint encore plus grande après la mort de son père. Il est décédé le 2 février 1660 à l'âge de 51 ans. Bien que beaucoup de ses domaines aient été confisqués en 1652 en raison de son implication dans la guerre civile, à sa mort, Anne-Marie hérita d'une vaste gamme de terres, de fermes, de châteaux et de manoirs. Du jour au lendemain, la princesse rebelle autrefois exilée devint l'une des femmes non mariées les plus convoitées de toute l'Europe, et toutes les cours royales observèrent désormais de près pour voir qui épouserait la plus riche héritière d'Europe, voire et les branches, voire du monde. Au moment où son père mourut en 1660, Anne-Marie, désormais largement connue sous le nom de la Grande Mademoiselle, la Grande Dame, avait 32 ans et était toujours célibataire, ce qui était presque scandaleux pour une princesse de son rang. À une époque où les femmes nobles étaient souvent mariées vers 15 ou 16 ans, la plus riche héritière d'Europe était pourtant restée célibataire durant des décennies. Le chaos de la Fronde et les années d'exil d'Anne-Marie expliquent en partie pourquoi elle était restée célibataire en 1660. Pourtant, l'histoire réelle était encore plus incroyable. Au fil des années, des princes et des prétendants royaux avaient convoité son immense fortune, mais à chaque fois les négociations échouaient ou Anne-Marie elle-même refusait l'union. Par exemple, en 1646, une proposition suggérait qu'Anne-Marie épouse Ferdinand III empereur du Saint-Empire romain germanique, après la mort de sa femme, Maria Anna d'Espagne. Un tel mariage entre la cousine germaine de Louis XIV et le souverain de l'Empire des Habsbourg aurait pu contribuer à renforcer les négociations de paix durant les dernières années de la guerre de 30 ans. Cependant, à la fin, les négociations ont échoué. Ferdinand épousa plutôt Maria Léopoldine d'Autriche en 1648, puis plus tard, Éléonore Gonzague. Ensuite, la Fronde et les années d'exil d'Anne-Marie avaient presque anéanti ses perspectives de mariage, mais après son retour à la cour en 1657, la plus riche héritière d'Europe devint soudainement à nouveau convoitée. Une proposition suggérait même qu'elle épouse Philippe Ier, duc d'Orléans, son cousin germain et le frère cadet de Louis XIV. Mais Philippe avait 13 ans de moins qu'Anne-Marie, était notoirement immature et restait profondément attaché à sa mère. Alors Anne-Marie a rejeté cette union. Finalement, Philippe épousera Henriette Anne Stuart, une sœur du roi Charles II d'Angleterre. Des discussions ont aussi eu lieu au fil des ans sur le mariage d'Anne-Marie avec Charles pendant son exil sur le continent. Mais après la restauration de la monarchie anglaise en 1660, qui permit à Charles de retourner en Angleterre et de reprendre son trône, il épousa plutôt Catherine de Bragance, une princesse portugaise, dont la dot apporta à l'Angleterre à la fois de l'argent et de précieuses possessions outre-mer. Un membre de la famille royale portugaise fut aussi le dernier grand prétendant d'Anne-Marie. En 1663, Louis XIV suggéra qu'elle épouse Alphonse VI de Portugal. Cependant, cette proposition l'a horrifié. Afonso était de 16 ans plus jeune qu'Anne-Marie, physiquement handicapé et largement considéré comme instable et immature. Anne-Marie ne voulait pas quitter la France pour épouser un jeune roi à Lisbonne. Bien qu'elle ait rejeté tous ses prétendants ou que les projets de mariage aient échoué, Anne-Marie s'est bientôt engagée dans une liaison amoureuse qui allait devenir l'un des plus grands scandales de sa vie. À la fin des années 1660, Anne-Marie est tombée amoureuse d'Antoine Nompart de Cumin, le premier duc de Lausanne. Issu d'une famille noble française, modeste et appauvrie, il s'était fait un nom et gagné du pouvoir à la cour grâce à son rôle de diplomate en Espagne. Après plusieurs mois de cour, Anne-Marie a demandé à son cousin le roi la permission d'épouser Lausanne. À la stupéfaction de la cour royale, Louis accepta d'abord et ils devaient se marier à Paris en décembre 1670. Mais quelques jours avant la cérémonie, le roi changea soudainement d'avis. Cette union avait indigné la famille royale française, car la plus riche héritière d'Europe voulait épouser un homme jugé inférieur à son rang.
En plus de cela, l'épouse de Louis et le duc d'Orléans hériteraient d'une grande partie de ses domaines un jour si elle ne se mariait jamais. Anne-Marie, furieuse après l'annulation soudaine du mariage, se retira de la vie publique pendant des semaines. Mais le pire restait à venir. Lauzun fut arrêté et emprisonné pour avoir osé épouser quelqu'un d'un rang si supérieur au sien. Gardé sous haute surveillance, il tenta à plusieurs reprises de s'évader, mais échoua à chaque fois. Au fil des années, des rapports firent état de son comportement de plus en plus erratique. Sa cellule sombra dans le chaos, tandis que sa barbe et son apparence devinrent si sauvages que certains pensaient qu'il perdait la raison. Lauzun resta en prison pendant plus de 10 ans, tandis qu'Anne-Marie suppliait désespérément pour sa libération. Finalement, elle fut contrainte de céder d'immenses domaines et une fortune considérable pour obtenir sa liberté. Enfin, en 1681, Lauzun fut libéré de prison. Des rumeurs circulèrent vite sur un mariage secret du couple, mais les années de prison l'avaient changé. La romance passionnée qui avait autrefois scandalisé la cour de France n'était plus guère que des cendres. Après plus d'une décennie de séparation, d'amertume et d'humiliation, leur histoire d'amour était effectivement terminée. Anne-Marie fut profondément désabusée par les événements des années 1670 et elle passait de plus en plus de temps loin de la cour. Au palais du Luxembourg, une autre grande résidence royale à la périphérie de Paris, qu'elle avait héritée à la mort de sa belle-mère, Marguerite de Lorraine, en 1672. Dans les années 1680, la cour française avait elle aussi quitté Paris, s'installant à Versailles sur ordre de Louis XIV. La grande mademoiselle y était rarement aperçue. À la place, elle mena une vie tranquille et quelque peu recluse, mourant au palais du Luxembourg le 5 avril 1693 à l'âge de 65 ans. Peu de temps avant sa mort, Lauzun avait demandé à la voir, mais la fière grande mademoiselle le lui refusa. Ses plus grands domaines et terres, qui avaient été réduits afin de payer la libération du duc 12 ans plus tôt, passèrent en grande partie à son cousin, le duc d'Orléans. Malgré cela, lors de ses funérailles, le courtisan et mémorialiste français, le duc de Saint-Simon, déclara qu'elle était la princesse célibataire la plus riche d'Europe. La grande mademoiselle fut inhumée à la basilique de Saint-Denis, près de Paris, 2 semaines après sa mort. Un effroyable incident survint pendant la cérémonie. En France, à l'époque moderne, il était courant que les entrailles royales soient retirées et embaumées à part. Cela permettait au corps de rester exposé plus longtemps sans se décomposer aussi rapidement. Les entrailles étaient ensuite placées dans une urne et enterrées avec le corps lors des funérailles. Dans le cas de la duchesse de Montpensier, ces entrailles ont commencé à fermenter, et l'urne qui les contenait a explosé pendant la cérémonie funéraire, dégageant une odeur de putréfaction qui a poussé de nombreux participants à fuir l'église. C'était une triste fin pour une femme née avec une fortune immense, du sang royal et tous les avantages imaginables, mais qui a passé une grande partie de sa vie prisonnière du pouvoir et du privilège, censé la rendre intouchable. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Anne-Marie-Louise d'Orléans, la grande mademoiselle. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur mise en ligne. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.